Si je vous dis que tout ça c'était dans un show de la WWE du 15 novembre 2010, vous me croyez? On n'était pas dans les années 80, mais ça en avait tout l'air, et c'est normal. Pour la première fois ce soir-là, la plus grande fédération de catch au monde organisait son émission hebdomadaire, Monday Night Raw, en mode old school. Et pour plein de raisons, c'était vraiment mémorable. C'est un plaisir de vous retrouver sur Johnny Catch pour vivre ou revivre ensemble ce show avec ses temps forts qui sont particulièrement intéressants à regarder avec du recul des années plus tard. Vous découvrirez entre autres pourquoi John Cena avait la chair de poule pour de vrai dans le dernier segment de la soirée. À quel point la WWE est allée très loin dans cette identité old school. Comment cette soirée a été vécue sur le moment par les catcheurs qui étaient présents. Aussi l'importance de Wade Barrett et de la Nexus à cette époque. Et même le moment très politiquement incorrect de Mae Young qui a fait avoir un fou rire à Vince McMahon en coulisses. Vous êtes bien sur Johnny Catch, le premier Raw old school à la WWE. C'est parti. Jesse the Body Ventura at ringside. I mean, Michael Cole and the Hall of Famer Jerry the King Lawler. Alors là, vous vous demandez sûrement, mais d'où ça sort ce Raw Old School à la WWE en novembre 2010? Pourquoi ils ont fait ça? À quoi ça ressemblait? Qu'est-ce qui s'y est passé? N'ayez pas peur, mes amis, on va en parler de tout ça. Et croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. Très intéressant. Et en particulier le main event, qui va être vraiment, on va dire, le segment auquel on va accorder le plus d'attention dans cette vidéo, qui le mérite largement. Je vous le dis direct ce que c'est un Piper's Pit, alors, donc de la légende Roddy Piper, qui était donc présent, qui organisait son segment dans lequel il invite en général d'autres catcheurs à venir parler avec lui, et en l'occurrence, qui était son invité? John Cena, même si il y a eu Wade Barrett, qui était un autre catcheur très marquant à l'époque, qui s'y est invité, et même plus tard, Randy Orton, donc vous constaterez vous aussi qu'il y avait quand même un sacré casting, enfin bref. Déjà, donc ce Raw Old School, figurez-vous quand même, c'est assez fou à voir avec le recul, que la WWE avait fait le gros effort de recréer un show, en l'occurrence son Monday Night Raw, donc comme vous le savez sûrement, c'est son émission hebdomadaire, hein, depuis 1993, tous les lundis soirs, c'est Monday Night Raw. Et pour la première fois, en 2010 donc, ils ont décidé de faire une édition, donc old school, et en quoi ça consiste? Faire exactement comme si on était de retour, tout simplement, dans les années 80. Hein. Et sacré concept, vous me direz. Et c'est vrai, parce qu'ils sont vraiment allés jusqu'au bout du truc. Alors on parlait maintenant, en termes de production, rendez-vous compte qu'ils ont remis le même décor qu'à l'époque, qu'ils ont été aussi loin que de faire donc le même logo, les mêmes graphismes, la même mise en scène globale, le même stage, vous savez, l'endroit par lequel les catcheurs arrivent, le même ring aussi qu'à l'époque. Les commentateurs avaient les mêmes tenues qu'à l'époque, alors c'était les commentateurs quand même actuels, entre guillemets, hein, ceux qui avaient pour de vrai le reste du temps en 2010, mais tous avec des tenues. Et d'ailleurs, le grand et beau Jim Ross, enfin je dis ça, c'est surtout parce que c'est le meilleur commentateur de tous les temps selon moi, était aussi revenu pour ce soir-là. Évidemment, en termes de casting, ce qui était le plus marquant, c'était la présence de plein de légendes. Je pense qu'on peut dire que Roddy Piper était le plus gros nom. Or, pour ceux qui ne le connaîtraient pas trop, Roddy Piper, dans les années 80, fait partie de cette génération avec les Hulk Hogan, les Randy Savage, qui étaient, on peut dire, ouais, les premières grandes stars quand la WWE, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, a commencé à devenir une grande fédération, la plus grosse fédération de catch au monde, donc très marquant qu'il soit là celui-ci. Enfin bref, et donc ce fameux segment, de toute façon on va revenir sur tout le reste du show en détail, n'ayez pas peur, plein de choses hyper intéressantes, mais surtout ce segment-là donc. On notera que, vu que c'était le main event du show, et que donc c'était l'attraction principale, on avait un peu un remerciement de toutes les légendes qui avaient été présentes ce soir-là. Et t'avais Roddy Piper qui arrive, qui était très acclamé. The legendary Roddy Piper. Même si, vous me diriez, et Johnny, comment ça se fait qu'ils étaient quand même ovationnés alors que ça faisait quand même des années et des années qu'on ne les avait peut-être plus vus à la WWE, ou alors est-ce que les fans les connaissaient? C'est vrai que c'était une crainte légitime qu'on pourrait avoir. Alors, Roddy Piper n'en a pas souffert, mais c'est vrai que on se rend vite compte, pour ceux qui sont un petit peu familiarisés avec la WWE en 2010,
ou même, je vous en parle rapidement, il n'y a pas de souci, que à l'époque, c'est sûr qu'il y avait une nouvelle génération de fans qui suivaient les shows. T'avais beaucoup de gamins qui étaient fans surtout de John Cena, qui était la grande star. Alors, c'est sûr qu'un Roddy Piper, ça pouvait ne pas trop leur parler. Mais c'était quand même beau, je trouve, de voir un peu ce mariage entre le old school, représenté par Piper, et la nouvelle école, qui sera représentée par John Cena, qui va débarquer un peu après. Il arrive, il est acclamé Piper, et il dit que pour lui, alors là, c'était beau, un beau petit discours de sa part, avec son éloquence de toujours. Figurez-vous que Roddy Piper était sacrément bon au micro, d'ailleurs, pour vous rendre compte à quel point ce type était quand même une source d'inspiration pour des grands. Rendez-vous compte que Roddy Piper, quand CM Punk, qui est en 2024 et même depuis plusieurs années largement un des plus grands noms dans le monde du catch, CM Punk donc avait dit que quand il était gamin, Roddy Piper était son catcheur préféré. Et qu'il a été largement une source d'inspiration pour lui dans ses promos. Donc rendez-vous compte ce que ça signifie quand même du statut de ce Roddy Piper. Hein. Et donc il disait que pour lui, old school c'était pas juste une question de nostalgie, que tout ce show-là, c'était pas ça le sujet pour lui. Pour lui, l'idée, c'était que être old school, c'est man up. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, qu'est-ce qu'il entendait par là? En gros, l'idée de se montrer à la hauteur, d'être un homme, hein, d'être digne. Et si, par exemple, il y a quelque chose qui te plaît pas, ou il y a un problème face à toi, tu l'affrontes. En gros, faire preuve de courage. Et il incitait, par ses paroles en tout cas, il faisait l'éloge de cette attitude-là, parce que c'est ce que lui et ses collègues étaient jadis. Y avait-il un meilleur moment pour faire débarquer John Cena? Mr. John Cena! Franchement, je crois pas. Et il arrive, et franchement, beau moment à voir, figurez-vous que Roddy Piper faisait l'éloge de Cena. Et il lui disait que malgré tout, une frustration qui le hantait toujours à Roddy Piper, c'est qu'il n'avait jamais été champion. Et vous allez voir où on va en venir, le contexte de ce Raw Old School est très important. Alors rendez-vous compte qu'on était à quelques jours de Survivor Series 2010. Et quel était le main event de Survivor Series 2010? Donc le truc marquant, on peut dire que c'était la storyline très marquante dans cette période-là. C'était Wade Barrett, leader de la Nexus, un clan qui était arrivé à pas d'éléphant à la WWE quelques mois avant, en tatanant tout le monde. Leurs débuts font partie des plus impactants de tous les temps. Rendez-vous compte qu'ils étaient arrivés d'un coup à la fin d'un show, ils avaient détruit le ring, ils avaient détruit tous les catcheurs, notamment Cena. Ils avaient même attaqué les commentateurs, l'équipe technique. Ils étaient allés vraiment très très loin, c'était du jamais vu en fait. Et en fait, ces catcheurs de la Nexus, c'était en plus des gars qui faisaient partie d'une émission de télé-réalité de la WWE les mois d'avant, qui était un peu l'ancêtre de NXT qu'on connaît dans on va dire, en 2024, comme le show dans lequel la WWE met ses jeunes talents pour les développer. À l'époque, c'était une télé-réalité encore, et t'avais tous les participants de l'émission qui avaient formé un clan qui s'appelait la Nexus, et on peut dire que c'était un peu les jeunes loups qui avaient la rage peut-être de vaincre, de réussir, qui venaient en gros imposer leur loi à tout le monde en détruisant tout le monde, et le leader était Wade Barrett, qui, je dois le dire, était vraiment idoine dans ce rôle. Bref, tout ça pour revenir donc à l'automne 2010, malgré, alors ça, forte chance que vous en ayez quand même déjà entendu parler, de l'infâme, on va dire, SummerSlam 2010, le fameux où t'avais John Cena et ses alliés contre la Nexus, et que John Cena les avait battus, donc. En gros, ce qui est réputé pour ce show-là, c'est qu'il avait enterré, comme on dit, la Nexus. En gros, que ces catcheurs qui étaient méga crédibles, méga forts, qui montaient en puissance, qui représentaient la nouvelle génération de stars, hein, dont Wade Barrett, et John Cena qui représentait la précédente, même s'il était encore largement dans son prime, John Cena à l'époque. Mais il avait l'opportunité ce jour-là de mettre en avant plein d'autres catcheurs, mais il n'a pas voulu le faire. Enfin bon, il y a d'autres explications derrière ça. En gros, il y avait aussi l'idée de Vince McMahon, le patron, qui voulait offrir un happy end à SummerSlam aux enfants. En gros, il voulait pas que ça se termine mal, et donc le héros John Cena, le super-héros John Cena, devait à tout prix gagner. Mais malgré tout, on se retrouvait à l'automne dans une situation très particulière,
puisque Wade Barrett avait un match pour le titre WWE qu'il avait encore jamais gagné, contre Randy Orton, qui lui était le champion WWE. D'ailleurs, petit coup de gueule de ma part pour ça, c'était une époque où Randy Orton n'était plus le heel psychopathe extraordinaire qui est mon catcheur préféré, mon personnage préféré. Un an avant, en 2009, il n'était plus du tout comme ça, hélas. Et bon, il était quand même encore un des catcheurs les plus importants à la WWE, mais loin de ce qu'il a été jadis, je trouve. Mais bon, ça ne l'a pas empêché d'être un champion crédible, et donc de faire partie de ce main event contre Wade Barrett de Survivor Series, mais tout l'intérêt était ailleurs. L'intérêt était que John Cena serait l'arbitre de ce match, et que John Cena, depuis quelque temps à ce moment-là, était en quelque sorte l'esclave de Wade Barrett et de la Nexus. On peut dire que depuis des mois, il faisait la guerre à ce nouveau clan qui terrorisait tout le monde, le super-héros affrontait la grande menace de la Nexus, et il s'était retrouvé dans une situation où Wade Barrett était son patron, mais à Survivor Series, c'était free or fired. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en gros que soit Wade Barrett devenait champion avec Cena en arbitre, donc soit Cena permettait à Wade Barrett, en étant en plus son allié du coup, enfin par la force des choses, et à ce moment-là, Cena serait libre, il serait libéré de la Nexus, il ne serait plus leur prisonnier, soit Wade Barrett ne gagne pas, donc Orton reste champion, et là, Cena serait viré de la WWE, donc free or fired, libre ou viré. Intéressant, non, comme stipulation. Et donc John Cena en arbitre. Donc vous remarquerez que c'était quand même un sacré enjeu. Bon, en réalité, toute l'histoire était autour de John Cena dans cette situation, pas tant autour de Wade Barrett et de Randy Orton, mais surtout Cena. Et donc, il arrivait devant Roddy Piper pour venir parler ensemble de ce qui arrivait à Survivor Series. Et Piper ne perdait pas de temps en lui disant que lui-même, Roddy, n'a jamais été champion WWE, contrairement à Cena. Et que pour lui, si par malheur John Cena cédait, on va dire, à la corruption de Wade Barrett, ou plutôt cherchait à, on va dire, à renoncer plutôt à des valeurs comme l'honneur, et on va dire donner l'occasion à son patron Barrett de toucher un titre que Roddy Piper lui n'a jamais touché, et d'autres d'ailleurs comme lui n'ont pas touché non plus. Il mentionnait d'autres légendes qui n'ont jamais gagné le titre WWE, et ça le rendait fou, Roddy Piper. Il se disait que Wade Barrett potentiellement soit champion, alors que moi je l'ai jamais été, et d'autres comme moi ne l'ont pas été, alors que lui, là, l'obtiendrait par la manipulation et la corruption de Cena. Ce serait vraiment lui cracher à la gueule, lui manquer de respect, et manquer de respect à toutes les légendes qui n'ont jamais gagné ce titre. Don't you spit in my face, John Cena. Et Cena, en gros, répondait après que, bon, fidèle à lui-même, fidèle à ses valeurs, le super-héros John Cena, même s'il avait quand même eu des moments un peu de doute dans cette situation, il disait qu'il s'en fichait des conséquences, qu'il serait un arbitre impartial, même si cela lui coûte son passeport pour le licenciement. I'm gonna call the match down the middle. Bingo! Now! Puisque, effectivement, si Barrett ne gagne pas, il serait viré. Et peu importe les conséquences, il sera un arbitre juste. Ce qui faisait plaisir à Roddy Piper, mais pas à Wade Barrett, qui débarquait, et on notera qu'il avait un t-shirt sur son épaule. Pourquoi? Vous allez découvrir ça juste après. Wade Barrett arrive en débarquant, et il dit tout de suite, Cena, ce que tu dis là, c'est que des paroles. Le fait est que si moi je ne gagne pas à Survivor Series, en gros, adieu Cena, on ne te verra plus. Mais là, Piper s'énerve et lui dit que si Wade gagne, que ce serait une blague, qui serait pas un vrai champion. Mais ça, Barrett s'en bat les roubibi, j'ai envie de dire, puisque il va ensuite forcer John Cena à mettre le t-shirt Nexus. Sinon, il le vire. You happy? De toute façon, c'est simple, c'est comme ça que Wade Barrett, à cette époque-là, à cette période-là où Cena était un peu son esclave, son homme à tout faire, qu'il obtenait les choses de sa part, c'est que sous la menace d'être viré, il pouvait obtenir n'importe quoi de Cena en fait. Une situation quand même intéressante, créativement je trouve. En tout cas, Cena mettait le t-shirt, mais il lui rappelait que après dimanche et le match de Survivor Series,
quoi qu'il arrive, qu'il soit viré ou libre, Barrett ne serait plus son patron et qu'à un moment, il le tatanera. En gros, il lui réglera son compte à ce Barrett. À ce moment-là, t'as Orton qui arrive, Randy Orton. Le champion donc. Et bon, il parlait rapidement, mais il était surtout là pour venir asséner un sacré coup de micro en plein dans la gueule de Barrett. Et il voulait lui faire son RKO, mais là, intéressant, John Cena s'interpose. Donc c'est là qu'on voit quand même que c'est peut-être pas joué pour Survivor Series. Peut-être que John Cena va être loyal à Barrett, va l'aider et on va dire gagner sa liberté, quitte à faire de Barrett le nouveau champion, même s'il le mérite pas, même si ce serait indigne. Il y a des doutes, en tout cas, dans cette attitude-là. Mais le fait est que, bon, d'une manière un petit peu bébête, je trouve, bon, c'était... De toute façon, l'essentiel était ailleurs, hein, dans cette situation. On va dire que le cœur, on va en parler après, c'était l'échange entre Piper et Cena. Mais bon, il y avait quand même un RKO sur Cena, et au moment où Orton va pour lui faire un pun kick, vous savez, son fameux coup de pied quand l'adversaire est par terre, en plein dans la tête, qui en a déjà envoyé beaucoup à l'hôpital, enfin, en tout cas, on va dire dans la perception qu'on est censé avoir en tant que téléspectateur. Mais en fin de compte, non. Alors, à ma grande surprise, un John Cena qui, en réalité, se relève assez vite du RKO pourtant destructeur de Randy Orton pour lui mettre un attitude adjustment. Donc on peut dire que c'était vraiment la grande époque de Super Cena qui ne vendait pas vraiment les prises qui se prenaient et qui terminait toujours vainqueur de toutes les situations en faisant son AA, comme on l'appelle. À ce moment-là, Wade Barrett était content, en croyant que John Cena donc, lui était loyal, était son fidèle écuyer. Mais non, parce que après avoir quand même, on va dire, cédé à la requête de Barrett en lui levant la main pour représenter sa victoire, en réalité, c'était évidemment pas sincère, et Cena lui faisait lui aussi un attitude adjustment. Il enlevait le t-shirt en étant excédé de la Nexus, le jetait sur lui et s'en allait. Et à ce moment-là, il y avait une vraie question. Est-ce que c'était la dernière fois de l'histoire qu'on voyait John Cena à Raw? En tout cas, un téléspectateur lambda qui voit ça aurait pu le croire. En tout cas, pour revenir un peu en détail, plus sur mon avis à propos de ce segment-là, personnellement, je trouvais ça cool de voir deux grands noms du business ensemble sur le ring. C'est quand même pas tous les jours. Puis évidemment, donc John Cena et Roddy Piper, hein, c'est quand même du star power de les voir réunis. C'est beau. Et on peut deviner que pour John Cena, c'était aussi un événement spécial, puisque on remarquera qu'à un moment, il a les frissons, il a la chair de poule, à un moment. Et on le voit sur son cou. Et c'est beau à voir. Et d'ailleurs, ça résonne aussi avec ce qu'il disait dans le contenu de sa promo quand il parle à Roddy Piper, quand il lui dit que c'est des gars comme Piper et d'autres qui étaient ses héros quand il était gamin, que cette génération-là de catcheurs l'a inspiré à faire ce qu'il faisait aujourd'hui. Donc on peut vraiment dire qu'il était face à une de ses idoles. Et c'est pas tous les jours qu'on voit John Cena, en plus à sa grande époque, dans le même ring que des légendes qui l'ont inspiré, qui ont été, on va dire, des sources de motivation pour lui quand il était gamin. Donc symboliquement beau à voir. Tout comme c'était symboliquement très fort de voir John Cena avec le t-shirt de la Nexus quand même. Un sacré symbole, hein. Et rendez-vous compte à quel point cette storyline était, on va dire, la storyline majeure de la WWE à cette époque-là. En tout cas celle que la compagnie mettait le plus en avant. Et voir John Cena avec le t-shirt de l'ennemi, c'est quand même pas rien, hein. C'est marquant, très marquant. Et je dois dire aussi que j'étais moi-même toujours, alors même si j'ai toujours bien aimé Wade Barrett, j'ai toujours trouvé qu'avant même ce segment-là, dans ce Raw Old School, qu'il avait vraiment le potentiel pour être une des nouvelles grandes stars de la WWE ces années-là. Gros gâchis d'ailleurs, gros gâchis. Et sur le coup, John Cena il est quand même pas innocent dans cette histoire, mais bon, purement pour Wade Barrett lui-même, ce qu'on remarque direct dans ce segment, c'est que il est clairement à sa place, alors qu'il est pourtant avec John Cena, avec Roddy Piper et après Randy Orton dans le même ring, des noms quand même plus gros que le sien, et des gars qui ont quand même accompli davantage que lui dans le catch, et pourtant ça ne gêne pas du tout. Ça, on le voit même sur les images. Je trouve que visuellement, il a la carrure, il a la stature
pour être à côté de légendes comme ça, encore plus en étant dans ce rôle de leader de la Nexus, ce qui lui donnait direct déjà du pouvoir, une autorité, on va dire, une crédibilité, puisqu'il a quand même à ses ordres toute une bande de tataneurs, hein, qui sont prêts à débarquer à tout moment pour venir tataner. Et ça, franchement, je trouve que ça le rendait à la fois intimidant, sérieux. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est qu'on prend Wade Barrett au sérieux dans cette scène, largement. Et ça me fait encore plus regretter, en voyant cette scène-là, son parcours par la suite. Clairement, à ce moment précis, bon, même s'il y avait déjà eu le terrible SummerSlam 2010, en tout cas, dans cette époque-là, Wade Barrett faisait quand même partie de ceux qu'on aurait pu voir, enfin, qui auraient largement pu avoir un grand avenir ces années-là, en tout cas, sur lesquels la WWE semblait miser. Hein. Dommage. Le fait est que tout ça amènera donc à un Free or Fired à Survivor Series. Et bon, avec le recul, c'est sûr que c'est pas, on va dire, le match le plus glorieux dont on peut se rappeler de cette année-là. Parce que tout simplement, et ça on va en parler, malgré cet enjeu-là qui était vraiment de taille et qui était marquant, et qui franchement, alors même s'il faut pas être naïf, qui croyait vraiment que Cena serait viré? C'est vrai. Mais bon, ce qu'a fait la WWE par la suite, c'est encore pire en fait. Mais bon, on va y revenir. En gros, pour résumer, ce jour-là à Survivor Series, c'était Orton qui avait gagné. Et Cena qui, au bout d'un moment, avait fini par en avoir sa claque de Wade Barrett et qui avait donc laissé Orton gagner, en quelque sorte. Ce qui lui avait donc coûté le licenciement. Mais, alors là, incroyable, les shows suivants, malgré le fait d'avoir été licencié, hein, normalement, ça ne l'empêchait pas d'être toujours dans les parages, ce bon vieux John, et d'attaquer de manière un peu aléatoire les membres de la Nexus. Et en fin de compte, c'est ça qui est quand même très 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 incohérent d'un point de vue histoire, hein, dans cette situation, il finira par être réembauché par Wade Barrett lui-même. Mais bon, attendez de voir un peu le déroulement de tout ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, alors qu'il était censé être viré, là, donc, après Survivor Series 2010, John Cena ne disparaîtra pas du tout, et quand même, à peine quelques semaines plus tard, il fait le main event de WrestleMania contre The Miz, qui lui, est sur le point, à ce moment-là, de faire son cash-in de sa mallette Money in the Bank sur Randy Orton. Donc rendez-vous compte qu'on est quand même à une période très charnière, hein, de la WWE à ce moment-là. Nouveau champion WWE, John Cena peut-être viré, quoique non, Wade Barrett qui était peut-être un peu à son apogée avant d'être vraiment enterré pour de bon par Cena et la WWE. Une période marquante en tout cas. Mais bon, c'est vrai que le problème de ce genre de situation, c'est que qui croit vraiment que John Cena va être viré? Parce que à ce moment-là, il n'est pas encore âgé, il est encore en plein dans son prime. Il n'y avait aucune rumeur comme quoi il allait partir, ou qu'il avait des envies d'arrêter le catch ou quoi. Donc, à moins peut-être de faire un break de quelques semaines ou quelques mois pour se reposer, ce qui aurait été mérité, hein, vu à quel point il se donnait à fond dans son job depuis des années, à moins pour ça, on se demandait, enfin, fallait être un peu naïf pour croire qu'il allait vraiment être viré et disparaître. Mais bon, le pire c'est que la WWE n'a pas vraiment joué le jeu, hein, après. En tout cas, après ce match-là à Survivor Series, donc dans la foulée de ce Raw School, il jetait tout ce qui le liait à la Nexus, le t-shirt d'arbitre, le bracelet là, de la Nexus. Il tatanait tout le monde avec Orton. Puis le pire dans tout ça, c'est ça le pire, c'est qu'après avoir donné la ceinture de champion à Orton d'une manière très, très honorable et noble, il se retrouvait donc tout seul dans le ring à la fin de Survivor Series. Et là, il saluait la foule, il enlevait donc ses bracelets violets à lui, les laissait au centre du ring. En gros, il y avait toute une procédure, on va dire, comme si il était sur le point vraiment de prendre sa retraite. Ça rappelle d'ailleurs, souvenez-vous de ça aussi, quand l'Undertaker avait pris sa pseudo-retraite à WrestleMania 33, où il avait aussi laissé son chapeau, son manteau dans le ring. En gros, quand on fait ça en général, c'est terminé. Mais vous allez voir, en fait, pas du tout. Bon, il fera même un câlin à Michael Cole donc aux commentaires, et il remerciait les téléspectateurs à la maison en pointant la caméra, il saluait la foule.
Bref, c'était vraiment comme si on voyait Cena pour la dernière fois. Le lendemain, on le voyait quand même à la télévision, mais il venait pour en gros faire un discours d'adieu, et c'était en plus le pire, c'est ça où personnellement en tant que fan, je me sens vraiment pris pour un imbécile hein, dans cette histoire, avec un John Cena qui fait quand même une promo d'adieu émouvante au Raw, donc une semaine après le Raw Old School, où il était même touchant pour une fois, lui qui d'habitude, bon, j'aime John Cena, rassurez-vous, et j'aime aussi beaucoup d'aspects chez John Cena, mais il y en a aussi que je déteste, et un des aspects que j'ai traditionnellement jamais aimé chez lui, c'est qu'il a toujours été très robotique, très, on va dire, mécanique, jamais vraiment très expressif et humain, le John Cena. Enfin, par là j'entends en gros le côté, et dans l'émotion, le côté qui te donne envie de t'attacher à lui, de connecter avec lui pour l'être humain qu'il est, enfin en tout cas, le côté plus, on va dire, ouais, le côté plus attachant de son personnage. Il a un côté certes inspirant, un côté motivant, quand tu le vois, mais le côté un peu, genre vraiment l'aimer parce que il y a peut-être une vulnérabilité ou un côté un peu sensible. Ça, John Cena n'a jamais été vraiment un expert. Et là, pour une fois, il faisait une promo où il était tout le contraire, où il était touchant, il parlait du fait qu'il pouvait revenir, enfin, qu'il allait revoir ses proches, qu'il pourrait être là pour ses proches. Et tout ça pourquoi? Alors tenez-vous bien, rendez-vous compte qu'alors qu'il était censé être viré de la WWE, les shows non télévisés suivants, donc des shows comme la WWE en fait toute l'année, en tournée continue, hein, la WWE dans le monde entier, il était là, mais ce n'était pas John Cena, c'était Juan Cena. Alors rendez-vous compte, mais à quel point c'est du foutage de gueule. Alors pour ceux qui savent pas, en gros, John Cena était censé être viré, mais il était encore là, mais il avait mis un masque de luchador, vous savez, les catcheurs mexicains. Et donc, c'était un John Cena masqué, qui était un peu devenu une version mexicaine de lui-même, Juan Cena, et il catchait dans ses shows de cette manière-là, ce qui est complètement surréaliste, je trouve. Et bon, après, à l'écran, on le voyait malgré tout attaquer des membres de la Nexus, sans même se faire arrêter par la sécurité, hein. Pas de problème, il pouvait le faire. Et ça a fini par excéder la Nexus, qui ont menacé de quitter le groupe si Wade Barrett, en gros, ne permettait pas, en gros, à la WWE de réembaucher Cena. En gros, ils menaçaient, soit tu refais signer Cena, soit on se casse. Et c'est là que John Cena sera de retour. Et donc, comme on l'a dit, quelques mois plus tard, main event de WrestleMania, et tout ça ne sera que poussière. Bref. Pour parler un peu du reste du show, je tiens à souligner à quel point, et je me demande, dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous kiffez quand la WWE va vraiment jusqu'au bout des choses dans la production, en termes de graphisme, en termes de logo, en termes de décor, en termes de costumes, en termes de musique aussi, parce que bien sûr, on avait des musiques comme dans les années 80, le theme song du show. Et ça, c'était génial. Le stage, évidemment, donc, ouais, le décor, tout ça, les acteurs, les forces en présence, j'ai envie de dire, et même pour vous rendre compte à quel point ils étaient prêts à aller pour créer ce côté rétro, comme si on était dans les années 80, même les panneaux qu'on voyait pendant le show à l'écran, les textes, alors ça, figurez-vous que la WWE avait l'habitude, c'était peut-être parce que ça n'allait pas très fort en termes d'audience à cette époque-là, de se mettre en avant et de se faire mousser, comme on dit, en disant parfois certaines statistiques ou certains chiffres qui la mettaient vraiment en avant. Et même ces textes-là avaient été faits dans une esthétique comme à l'époque, même ça. Même le logo de fin, donc à la toute fin du show, et le logo, enfin en gros le logo à chaque fois qu'on le voyait était le logo comme à l'époque. Et ça quand même, je tiens à dire que pourtant, on sait qu'il y a d'autres époques où la WWE faisait vraiment le moins d'efforts possible d'un point de vue production. Et là, au contraire, alors qu'en plus c'était juste pour un seul soir, rendez-vous compte qu'ils se sont pris la tête, parce que ça, vous imaginez bien, c'est des décors à reconstruire, des tenues à recréer ou à retrouver, des graphismes à préparer, enfin tout faire, c'est du boulot. Et tout ça, ils l'ont fait juste pour un soir. Quand même, bravo la WWE de se prendre autant la tête pour ça. Sinon, dans ce show, on avait aussi
un segment en tout début où t'avais le père de Randy Orton quand même, c'est pas rien, avec Wade Barrett. En gros, t'avais le papa d'Orton qui disait que Randy allait bientôt arriver et que c'est Randy qui gagnerait contre Wade Barrett à Survivor Series, peu importe ce qui arrive à John Cena, viré ou pas viré, peu importe, Orton serait champion. Barrett débarquait et le clashait, et je dois dire que même dans ce segment-là, totalement à l'aise avec une légende, hein, quand même, Cowboy Bob Orton, le père de Randy, c'est une légende, et il était totalement à l'aise sans lui. Il lui disait que lui avait réussi sans avoir besoin de l'aide de personne. Mais The Miz arrivait, et oui, lui aussi était donc dans les parages, hein, vu qu'il allait bientôt être champion. Il teasait d'ailleurs son cash-in, mais il sera interrompu par John Cena sur l'écran, qui lui disait qu'il le challengeait pour un match dans la soirée. Et ce que je dois dire, c'est que on parlait juste avant du fait de faire comme, vraiment dans les moindres détails, comme si on était vraiment revenu dans les années 80, ben même dans la disposition de cette interview, c'était comme à l'époque. Vous noterez en gros qu'on est habitué dans le présent à voir des catcheurs parler dans le ring, ou alors en coulisses du show. Là, on était pas... Alors c'était pas du tout ça, on était à un emplacement, on va dire un peu sur le côté par rapport au stage, où tu voyais tout le public en arrière-plan, et ils étaient interviewés à cet endroit-là. Et c'est ce que la WWE faisait jadis. Donc même dans cette idée-là, ils sont allés loin. Bon, au final, ça ne mènera pas à un John Cena contre le Miz, et plutôt un John Cena contre Alex Riley, qui était l'esclave, enfin l'esclave, mais de bonne volonté, hein, du Miz à l'époque. Et ce qui est très intéressant avec le recul, figurez-vous, alors là, tenez-vous bien, c'est quand même notable, c'est que dans la promo que The Miz avait fait ce soir-là, hein, alors qu'il était censé affronter John Cena, c'est que si John Cena voulait l'affronter, il lui disait qu'il pourrait le faire à WrestleMania pour le titre WWE, quand The Miz aura cash-in son contrat Money in the Bank. Et, vous le savez, c'est exactement ce qui s'est passé. En gros, The Miz va effectivement faire son cash-in et être champion WWE, puis, quelques mois plus tard, John Cena contre le Miz pour le titre à WrestleMania. Alors là, c'est à se demander si dès le mois de novembre 2010, la WWE avait déjà décidé du main event de WrestleMania, qui à ce moment-là est quand même dans environ 5 mois. C'est quand même assez étonnant. Mais bon, ça pourrait très bien être le cas. Sinon, on notera, alors ça c'est très amusant avec le recul, que t'avais Vladimir Kozlov, donc qui est quand même la brute de l'Est. D'ailleurs, si vous voulez prendre un petit moment de nostalgie de toutes ces années-là, j'avais fait une série sur lui, sur la chaîne, que vous pouvez aller voir, où on revivait un peu son parcours à l'époque, quand il est passé de quelqu'un de méga crédible et très fort, une vraie brute de l'Est, à un personnage complètement ridiculisé. Et on avait même vu dans cet épisode, enfin le dernier épisode, à quel point il avait complètement changé après, quand il a arrêté la WWE, très 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 intéressant. Enfin bref, il chantait avec la légende Nikolai Volkov, l'hymne de l'Union soviétique. Alors, rendez-vous compte, deux personnages soi-disant de Russes qui chantent l'hymne de l'Union soviétique à la télé américaine en novembre 2010. C'est quand même fou, hein. Sinon, figurez-vous que malgré la bonne volonté et toute cette ambition qui se dégageait de ce Raw Old School de la WWE, bah il n'y a pas eu de vrai impact sur les audiences. Malheureusement, là pour le coup ça aurait mérité je trouve. En gros, il n'y a pas eu de vrai impact, les audiences n'ont pas augmenté après, ce show-là n'a pas fait une audience phénoménale, enfin en tout cas bien plus forte que tous les Raw précédents et suivants. Bon, c'est dommage, là pour le coup, je me dis... C'était une WWE qui était quand même prête à faire des efforts, alors malheureusement, c'est un peu une pirouette qu'elle utilisera par la suite de faire des Raw Old School, parce que c'était le premier de l'histoire, mais il y aura d'autres Raw Old School dans le futur, il y aura même des Raw légendes. En gros, toute l'idée c'était faire revenir des légendes, quoi. En gros, ça c'est souvent une pirouette que la WWE faisait quand il y avait des mauvaises audiences. Et on peut dire que ce Raw Old School a lancé cette tendance en tout cas. Sinon, un petit moment marrant et marquant qui s'est passé, c'est qu'il y avait, alors vous savez, la catcheuse Mae Young, qui est un peu la doyenne des divas, était présente, et elle a eu... c'est pas vraiment... Oui, c'est quand même un peu une mauvaise idée. En gros, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Elle a appelé Layla et Michelle McCool, qui étaient des divas donc, du présent à cette époque-là. Alors, je vais pas dire textuellement ce qu'elle a dit,
mais en gros, elle les a insultés sans retenue aucune, en étant clairement politiquement incorrecte, bon, pour vous résumer, de catin. Et alors, beaucoup moins poli. Dans sa promo, elle les a traités de ça. Et apparemment, on a pu apprendre qu'en coulisses, c'est quelque chose qui avait beaucoup fait rire Vince McMahon. Et au moment donc, où ça a été diffusé, ça n'avait pas été censuré, mais ce sera censuré dans la rediffusion, enfin dans le replay, par la suite. Donc, et puis n'oublions pas, en plus, c'est quand même marquant parce qu'on est à une période, rappelez-vous, la WWE était devenue PJ, elle était donc très attentive à son image, le côté family friendly, qu'il fallait que ce soit un produit pour les enfants surtout, en plus en étant donc coté en bourse, et en plus en ayant la femme de Vince McMahon, Linda, qui faisait beaucoup de campagnes à l'époque, dans lesquelles la WWE pouvait servir en gros d'angle d'attaque pour les adversaires de Linda, donc fallait surtout pas en gros être politiquement incorrect comme pourtant la WWE l'était avant, hein. Mais là ça rigolait plus quoi, et là Mae Young alors là elle en avait rien à foutre, complètement. Sinon on a pu apprendre dans les coulisses aussi que les catcheurs qui étaient présents ont passé une bonne soirée, qu'ils étaient tous contents, surtout les catcheurs de 3e génération qui avaient grandi dans le business, qu'ils étaient contents d'être là et de rencontrer des légendes. Et donc, en tout cas, l'ambiance était bonne, en coulisses, en backstage. Apparemment, plusieurs membres de la Nexus avaient regardé avec grand intérêt la promo finale de Roddy Piper, qui avait apparemment été unanimement accueillie positivement en coulisses. En gros, les gens en coulisses ont adoré la promo de Roddy Piper. Donc, raison de plus pour s'en souvenir et pour rendre hommage à ce segment, en sachant en plus que malheureusement Roddy Piper, paix à son âme, mourra quelques années plus tard. Enfin bref, sur ce, on peut constater que c'était quand même un show très marquant, ce Raw Old School, qu'il y avait un segment marquant qui s'inscrivait évidemment dans toute une situation autour de John Cena, de Survivor Series qui arrivait, qui était intéressante, dont on se rappelle quand même pour de bonnes et de mauvaises raisons en réalité, avec évidemment on pense au SummerSlam 2010, John Cena qui enterre la Nexus, le Super Cena qui commence à mettre à bout beaucoup de monde, mais que les enfants par contre adorent, ça tu le vois vraiment dans les arènes, avec Wade Barrett qui aurait pu être une star, mais en fait non, malheureusement, alors qu'il avait largement les épaules pour ça, je trouve. Et donc, ce Raw Old School, qui a même lancé une tendance pour les années suivantes à la WWE, et on va dire dans lequel la WWE s'est vraiment investie à fond. Et je trouve que tout ça mérite d'entrer dans la légende, et oui. Et je vous demande à vous maintenant de me proposer un moment en commentaire qui, selon vous, mérite aussi d'entrer dans la légende, tout comme ce Raw Old School. N'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes et toute la vie que vous apportez à cette chaîne et donc dans votre passion du catch, de la faire partager tous ensemble. C'est génial. Donc n'hésitez pas à le faire. Quel moment pour vous mérite d'entrer dans la légende et surtout expliquer, c'est quand même là le plus grand intérêt, pourquoi, selon vous, le moment que vous avez choisi mérite d'être dans la légende. Je lirai ça avec grand intérêt. En tout cas, c'est tout pour moi. Et rappelons-nous maintenant de ce Raw Old School avec nostalgie, parce que franchement, en ayant vu tout ça ensemble, il le mérite largement. D'ailleurs, si vous voulez découvrir nos documentaires sur des personnages fascinants comme Umaga, cette playlist devrait vous intéresser. Et sinon, cliquez ici pour connaître plein d'autres coulisses et controverses. J'espère que vous avez passé un beau moment dans cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.